Alors, étant donné qu'il est 1 heure, je crois qu'on peut commencer. Dans un premier temps, j'aimerais bien remercier José Hébert et Rodrigue de m'avoir placé au retour du dîner comme ça. Toujours amusant. Après, tu sais, un réalisateur indépendant, un auteur renommé international et Ewan McIntosh, le roi du design en pédagogie. Donc, je vais faire de mon mieux pour suivre 3 super belles présentations, en espérant que c'est toujours pertinent pour vous et vous pouvez trouver quelques applications. Oh, pardon. Non, toi, t'es correct. Ok, mais je crois que les gens en ligne peuvent m'entendre. Oh, c'est bon, c'est parfait. Donc, il y a quelques petits pépins techniques ici au CFORP, mais je vais continuer pour les gens qui suivent en ligne. Et on va pouvoir s'ajuster en cours de route. Donc, ici, à la première diapo, vous avez mes informations contact. Si, oui, Thierry, c'est la faute de Rodrigue. Si vous avez des questions, commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas de rentrer en contact avec moi, soit par l'entremise de LinkedIn, Google+, ou mon compte Twitter, @Jean-Marc Dupont 7. Aujourd'hui, au cours de la présentation, je vais avoir quelques questions pour vous. Donc, sentez-vous libre de répondre soit dans l'interface de la présentation V3D, ou en m'envoyant tout simplement un tweet à Jean-Marc Dupont 7, et je vais prendre en considération les 2 formats de réponse. Okay, donc, sans plus tarder, on peut commencer la présentation. Je crois que toutes les ressources sont placées sur le site de DR et aussi à l'intérieur de la conférence virtuelle V3D. Mais si jamais vous voulez fonctionner par l'entremise de Drive, ainsi de suite, ou un autre service, vous pouvez suivre le lien qui est à la première page de la présentation et ça vous donne la version intégrale de la présentation. J'ai bien aimé les conférenciers de ce matin, en remettant en question beaucoup le rôle de l'enseignant avec le changement d'air. Et une expression que j'aime beaucoup, que je trouve qui explique bien le rôle évolutif de l'enseignant à l'ère numérique, c'est l'enseignant comme chorégraphe de l'apprentissage. Donc, c'est pas pour dire qu'en lâchant prise, on redonne toutes nécessairement les fonctions à l'élève. L'enseignant a quand même un très grand rôle à jouer dans la pédagogie de ces élèves-là. Et donc, je trouve que le terme enseignant comme chorégraphe communique très, très bien cette idée-là. La présentation d'aujourd'hui, vraiment, c'est pour vous aider à éviter de simplement saupoudrer le beigne de bonbons. Puis, ce que j'entends par ça, ça provient d'une citation du nouveau livre de Marzano, où il cite Walser. Et il dit, tu sais, le virage à l'ère numérique, il ne suffit pas de simplement saupoudrer un beigne pédagogique du 20e siècle avec des technologies du 21e siècle. Il faut vraiment réinventer notre beigne, il faut reconsidérer comment on fait les choses en pédagogie avant même d'intégrer certaines technologies. Les deux peuvent évoluer de façon conjointe, mais si on n'est pas prêt à se remettre en question, la tâche va être difficile. Donc, je vais essayer de vous équiper avec 3 questions pour vous aider d'éviter de simplement saupoudrer le beigne de bonbons technologiques. Votre défi aujourd'hui, on va le réviser en fin de la présentation. Si je vous pose la question, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Donc, est-ce que vous avez des hypothèses potentielles à savoir qu'est-ce que ça pourrait bien représenter l'objet qui est présent dans la diapo? Donc, je vous invite à mettre vos hypothèses soit directement dans V3D, dans la boîte de chat, ou encore m'envoyer vos impressions à mon compte Twitter à Jean-Marc Dupont 7, et je vais les prendre en considération aussi. Tout au long de la présentation, je vous invite à reconsidérer qu'est-ce que ça pourrait bien être, ce petit boîtier. Tablette Ikea, très chic, j'aime ça. Parfait. Les réponses commencent à rentrer, puis on va les revisiter en fin de présentation.
Première citation, je sais, il y en a qui ont déjà vu mes présentations, c'est une citation que j'aime beaucoup utiliser au début de la présentation. C'est un peu une mise en contexte. Moi, j'ai 2 jeunes enfants qui vont bientôt commencer l'école. Comme plusieurs enseignants, je me pose la question, est-ce que le système scolaire va pouvoir répondre à leurs besoins? Je pense qu'on doit forcément prendre en considération que l'élève qui débute la maternelle cet automne va graduer du secondaire dans la 3e décennie du 21e siècle. Est-ce que l'élève, à sa sortie du secondaire, va encore avoir l'air un peu de ce qu'on connaît, nous, comme système éducatif? Je ne connais pas grand-chose à l'égard du monde dans lequel cet élève-là va œuvrer. On sait qu'il va être présenté avec des défis et des opportunités au-delà de ce qu'on peut s'imaginer aujourd'hui. Ces problèmes et réalités exigeront de la créativité, de l'ingéniosité, de la responsabilité et de la compassion. Donc ça, c'est les compétences que nous, sur lesquelles on peut miser pour aider cet élève-là. Si cet élève-là de la maternelle s'épanouit ou ne fait que survivre dans nos écoles francophones, dépend presque entièrement des expériences qu'il va vivre à l'intérieur de ces écoles-là. Ces expériences sont influencées par les adultes, les collègues et ultimement les environnements physiques qui entourent cet élève. Donc la présentation d'aujourd'hui va attaquer forcément un questionnement envers les espaces physiques, les personnels professionnels et les interactions entre ceux-ci et les élèves de nos écoles. Mise en contexte pour les réalités du CECCE, le Conseil scientifique auquel je travaille. Et vous allez peut-être remarquer des parallèles avec vos conseils aussi. Dans les derniers 2 ans, on a fait plus de 30 projets d'innovation. Ce qu'on visait vraiment, c'est de transformer l'expérience d'apprentissage de nos élèves par l'entremise de ces projets-là. Et les projets, ils misaient sur le développement des compétences du 20e siècle qui, il y a 2 ans, on se tenait aux 4C, dont la pensée critique, la pensée créative, la communication et la collaboration. Évidemment, avec la nouvelle documentation de Michael Fullan, on cherche probablement à inclure la citoyenneté et le caractère pour compléter les 6. Le virage chez nous, au Conseil 66, il y avait vraiment 3 grands piliers. Il y avait un pilier administratif, fait que les processus administratifs devaient être révisés à la lumière de l'ère numérique. Il y avait aussi les structures technologiques et évidemment les pédagogies novatrices qu'on aimerait voir nos enseignants utiliser en salle de classe. Pour aider le pilier technologique, pour faciliter justement les pédagogies novatrices en salle de classe, on a cherché à migrer à GAF, donc Google Apps pour l'éducation. On a décidé de rendre le sans-fil accessible dans toutes nos écoles, et à l'interne pour les bidules du conseil, et à l'externe pour accommoder des modèles avant ou BYOD. Et pour ce faire, on devait élaborer une politique, donc l'ADM20, et un plan de citoyenneté numérique pour équiper les écoles justement à œuvrer dans un monde où l'accès à l'information peut être un avantage, mais aussi une problématique dans certains cas. On a amélioré notre bande passante aussi de 400 mégabits seconde à 800 mégaoctets seconde, pardon, et on peut aller jusqu'à 1 gigaoctet seconde. Donc ça, c'est vraiment juste pour sensibiliser les gens qu'un virage à l'ère numérique, c'est bien, ça prend de la volonté des enseignants, mais ça prend aussi une infrastructure technologique fiable pour permettre justement cet accès à l'information. 2 livres que j'ai déjà présentés dans le contexte de DR, que je révisite par l'entremise du projet de Mme Auger. Make Space is a Third Teacher. Je ne peux pas célébrer ces livres-là assez, je ne peux pas assez les pousser sur les pédagogues, simplement parce que je trouve qu'ils ont des pistes de réponse vraiment intéressantes et ils discutent des environnements physiques qui, eux, ont une grande influence sur nos élèves. Comment souvent on rentre dans des salles de classe et c'est essentiellement la même salle de classe que nous, on a vécu à titre d'élèves, que nos parents ont vécu à titre d'élèves. Et c'est 2 livres vraiment, vraiment exceptionnels qui donnent vraiment de bonnes réflexions à savoir comment est-ce que l'environnement peut avoir un impact sur l'expérience d'apprentissage qu'on cherche à transformer pour nos élèves. La première question que je vous pose, ou que je vous invite à vous poser, en fait, pour éviter de simplement saupoudrer le beigne de bonbons, c'est suis-je prêt à adopter le mode bêta? Donc, c'est un peu le contexte dans lequel je vous ai présenté le projet de Mme Catherine Auger à la première rencontre DR au mois d'octobre de cette année.
de cette année scolaire. Et je voulais juste revisiter le projet rapidement pour justement mettre en valeur ce questionnement. Donc, Mme Auger, une enseignante de 9e année, qui travaillait dans un programme PE, donc de préparation, un programme de préparation à l'emploi. C'était 9 élèves en grande difficulté d'apprentissage. Et donc, on a équipé Mme Auger avec une salle de classe qui offrait un environnement physique très amovible. Et on a équipé chaque élève avec une tablette Samsung Galaxy 7 pour permettre une certaine synergie entre cet environnement physique-là, les méthodes pédagogiques un petit peu plus analogues et évidemment les avantages technologiques tels que la synchro, drive et l'info nuagique. L'idée ici aussi, c'était d'offrir des expériences authentiques d'apprentissage à nos élèves. Donc, si ce n'est pas déjà fait dans vos écoles, dans vos conseils, une très bonne ressource à exploiter, c'est le cours de technologie. Simplement parce que ces élèves-là sont tout le temps invités à créer différents produits. Et ces produits-là, au lieu d'être abstraits comme application, pourraient desservir un besoin de l'école, pourraient desservir une vraie problématique au niveau de l'école. Donc, je vous invite à vous familiariser avec l'enseignant de technologie de votre école, parce que ça peut être un très grand allié quand on cherche à faire des projets authentiques pour nos élèves. Et il n'y a rien de mieux pour ces élèves-là, parce que par la suite, ils voient leur œuvre être utilisée par d'autres élèves de l'école. Et donc, ça ajoute essentiellement une authenticité à cet apprentissage-là. Pardon. Donc ici, j'avais une vidéo pour vous qui faisait preuve d'un autre exemple de deux enseignants en fait qui ont pris le saut vers le mode bêta. Malheureusement, on ne peut pas la jouer dans l'interface de présentation, mais si vous voulez, vous pouvez aller voir le lien de la présentation et la visualiser sur votre propre temps. Les enseignants en question, c'est M. Claude Nollet et Mme Joanne Cardin-Beal de l'école Pierre Savard. Les gens peuvent l'écouter. Oh, je me fais dire que la vidéo joue. Si les gens la parlent. Ah, ok, d'accord. Donc, la problématique est en fait que vous pouvez tout partir la vidéo de votre propre côté, mais il va y avoir un délai dépendamment quand vous avez choisi de partir la vidéo. Peut-être juste pour des fins de simplicité, on va continuer avec la présentation, mais je vous invite à visualiser la vidéo qui, pour vous en faire le résumé, c'était M. Claude Nollet et Mme Joanne Cardin-Beal, un enseignant de design et une enseignante de bioagriculture, ont choisi de collaborer ensemble pour offrir un cours commun. Et le défi dans le cours, c'était, les élèves étaient invités à refaire les plates-bandes de l'école. Donc, c'est une école qui ont l'écologie comme mandat, comme concept. Les élèves étaient invités à faire un design selon des critères comme l'autogestion, ainsi de suite, la durabilité et l'esthétique, évidemment. Et ils ont, en fin de compte, c'était censé être le meilleur design que les élèves allaient faire pour les plates-bandes de l'école. Mais finalement, il y avait des éléments positifs dans pas mal tous les designs AutoCAD des élèves et les enseignants ont choisi avec un mélange de plusieurs designs. Encore, c'est un élément d'authenticité qui s'ajoute à l'apprentissage de nos élèves pour vraiment faire preuve de permanence d'apprentissage. La prochaine citation provient de Jean Piaget, en 1955. J'aime vraiment ça utiliser des citations qui datent d'un peu plus loin, parce que je trouve qu'ils reprennent une certaine valeur avec le nouveau contexte numérique dans lequel on vit. Jean Piaget qui nous dit que l'objectif principal de l'éducation, c'est pas nécessairement de créer des individus qui répètent les mêmes choses, mais en fait des individus qui peuvent faire de nouvelles choses, des gens qui sont créatifs, inventeurs et explorateurs. Et je trouve que ces citations-là reprennent une grande valeur avec le nouveau contexte technologique dans lequel. Et ça mène vraiment à la deuxième question qu'on doit se poser. Si on veut éviter de simplement saupoudrer le bain de bonbons, et c'est est-ce que le produit, pour moi, est le processus? Souvent, quand on regarde le processus de design, on pense seulement au produit final. Donc, la photo ici, c'en est une de M. Philip Stark,
un designer français très populaire. C'est lui qui a fait la chaise Louis XIV. C'est une chaise en plastique invisible que tout le monde voulait à un certain temps. C'était très, très, très populaire. Puis on oublie que dans le design, oui, le produit a une certaine valeur. Et c'est comme ça qu'on mesure peut-être la validité du designer. Mais c'est vraiment le processus qui a mené à ce produit-là qui a une vraie valeur. Et on doit d'autant plus valoriser ce processus-là chez nos élèves pour éviter que on ne fait que de l'apprentissage en superficie. Je suis content qu'Youn a présenté ce matin une petite diapo qui fait appel à son expertise. Comment est-ce qu'on peut commencer à valoriser le processus à nouveau? Ben, on doit forcément commencer par poser de bonnes questions chez nos élèves et inviter nos élèves à poser de bonnes questions aussi. Ici, en lien dans la diapo, c'est une activité que Youn propose sur son site Nos Tâches. Inviter les élèves à générer des questions qui ne sont pas nécessairement Googleable, comme Youn le dit très bien. Je vous invite à regarder cette activité-là. C'en est une qui fonctionne très bien avec des élèves, l'ayant essayé. Et c'est l'idée de générer des questions qui ne sont pas facilement répondables avec une recherche Internet. Nous, ce qu'on choisit pour générer ce type de questions-là, et chez nos enseignants et chez nos élèves, c'est un modèle TC2 qui a commencé vraiment dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, et qui maintenant a une présence quand même assez importante en Ontario, par l'entremise de différents professeurs de l'Université Oisy, dont Garfield Ginny Newman et Usha James. Vraiment, ce qu'on pousse par l'entremise du modèle, c'est d'aller vers des questions de pensée critique. Et ce qu'on remarque quand on commence à poser des questions de pensée critique à nos élèves, c'est tout d'un coup la communication s'améliore. On fait souvent l'erreur de penser que la pensée critique veut forcément dire de critiquer, de critiquer l'œuvre de quelqu'un d'autre. Ça peut être vrai, mais c'est pas, ça s'arrête pas là. Vraiment, l'étymologie du mot pensée critique ici, c'est vraiment la pensée critériée. Donc, penser en fonction de critères donnés, exercer un jugement en fonction des critères donnés, et ainsi de suite. Si on regarde la première colonne, très souvent, c'est ce type de questions-là qui se retrouvent sur nos évaluations sommatives, sur nos tâches de salle de classe. Et c'est pas des questions qui engagent forcément l'élève parce qu'ils sont à la recherche de la réponse, la bonne réponse. La colonne du centre, les questions de préférence personnelle, ici, souvent, on va penser, à titre d'enseignant, on pense qu'on fait de la pensée critique, on développe les habiletés supérieures de la pensée en posant ce type de questions ici. Mais vraiment, c'est des questions de préférence personnelle. Donc, quelle voiture est-ce que tu préfères? Et par la suite, on va demander, ben, pourquoi est-ce que tu préfères cette voiture-là? Et la préférence, vraiment, c'est émotif. Donc, ça ne se justifie pas nécessairement par des critères. Si ça peut, on peut s'appuyer sur des critères pour prendre notre décision ou exercer un jugement, ben là, on se retrouve vraiment dans des questions de pensée critique. C'est en équipant l'élève avec ces critères-là qu'on peut travailler justement notre communauté de penseurs à l'intérieur de notre salle de classe. Exemple, puis là, je vous invite à répondre encore une fois, soit dans le chatbox de V3D ou par l'entremise de Twitter @Jean-Marc Duponcet. Je vous pose la question, lequel d'entre ces trois choix-là est le meilleur choix de goûter? Donc, je vous donne quelques minutes pour afficher vos choix dans la boîte de texte. À la gauche, nous avons des amandes, au centre, des fraises, et à la droite, une espèce de sundae
en ligne, nous avons le choix du banana split. Sur le flux Twitter, il y a quelques gens qui disent évidemment les fraises, évidemment. Hein, c'est les fraises le meilleur choix. Et ici, la décision valorise le fait que toutes les réponses sont bonnes vraiment parce que ça dépend du contexte dans lequel on est. Donc, si j'avais demandé à ma femme, quand il était 2 semaines, passer sa date d'échéance pour l'accouchement de notre deuxième enfant, elle aurait forcément dit, ben non, c'est le banana split qui est le meilleur choix, que c'est à me gosser avec des amandes et des fraises, donne-moi la crème glacée. Si je demande dans un autre contexte, les gens vont peut-être dire, ben c'est les fraises, même s'ils sont pactés de pesticides, c'est un des fruits qui, s'il n'est pas bien traité, ça peut être un des pires fruits à consommer. Et les amandes, comme vous avez pu deviner, sont pleines de sel. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on a besoin. Si on est en manque de protéines ou de fer, donc on est peut-être mieux d'aller vers les amandes, et même si c'est le meilleur choix. Donc, sans donner le contexte à nos élèves, sans donner les critères, ça devient très difficile pour eux de faire le choix. Et donc, quand on utilisait cet exemple-là avec des élèves, souvent les élèves avaient la réaction, ben moi, je la connais, la réponse. Je sais c'est quoi la réponse. Et donc, ils partent vraiment du prémisse qu'il y a une bonne réponse forcément. Et donc, le processus est vraiment sous-évalué dans ce contexte-là parce que l'élève, déjà, en partant, croit qu'il y a juste une bonne réponse. Et il n'a pas à justifier c'est quoi la bonne réponse. S'il l'a, ben il l'a, puis on passe à autre chose. Mais quand on remet le processus en question, on commence à valoriser davantage le processus, on remarque que non, c'est vraiment dans la façon qu'on peut justifier notre choix qu'on va aller chercher nos éléments de réponse. Un autre exemple ici, ça on n'a pas besoin d'y participer, c'est vraiment le fils de mon collègue qui a trouvé cette nuance-là, puis on trouvait ça vraiment fantastique. Dans un livre, on pose la question, il y a 3 livres séparés, dont un, c'est le livre des records Guinness. Il y en a un autre, c'est une espèce d'encyclopédie illustrée. Puis l'autre, c'est une petite production chenelière sur différentes espèces d'animaux. Puis on pose la question, quel animal est le plus venimeux? Ben, dans une des ressources, c'est la cuboméduse. Dans une autre ressource, c'est le mamba noir. Et le tympan du désert est le 3e. Et dans le 3e livre, le tympan du désert, c'est le numéro 1, et le mamba noir ne figure même pas dans le top 5. Donc, forcément, on doit se poser la question, ben, c'est lequel? C'est lequel qui est plus venimeux? Quel livre a raison? Et c'est la mauvaise question à se poser, dans le fond. La bonne question à se poser, c'est ben, quels étaient les critères qui ont alimenté la sélection des animaux. Dans un des cas, c'était la concentration du venin. Dans un autre des cas, c'était le montant du venin qui était injecté ou affecté. Et dans le 3e cas, c'était vraiment la rapidité de la mort de l'individu. donc, vraiment, les critères de sélection alimentent à tous les jours des choix et des réflexions qu'on doit avoir à titre d'individu. Par contre, poser de bonnes questions, poser des questions de pensée critique n'est pas assez pour développer forcément la pensée critique chez nos élèves. Encore une fois, dans son nouveau livre « Questioning Sequences in the Classroom » de Marzano en 2014, il explique que c'est vraiment la séquence de questionnement qui a un impact sur le développement de la pensée critique chez nos élèves. Donc, évidemment, si on prend une approche socratique avec notre pédagogie, où on invite les élèves à eux-mêmes prendre une approche socratique avec leur pédagogie, leur apprentissage, on remarque qu'il faut d'abord commencer avec les détails, les connaissances antérieures. Et ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas poser des questions de pensée critique pour développer ces compétences-là chez nos élèves, ou ces connaissances-là chez nos élèves, pardon. Mais il faut d'abord le faire. Par la suite, on passe à la catégorisation de ces éléments-là. On a plusieurs données, et maintenant on doit les organiser, on doit se donner un sens à ces données-là. Par la suite, on peut élaborer, c'est l'étape de prototyping dans le design, on peut élaborer des hypothèses, formuler un questionnement, chercher d'autres réponses aux questions qu'on se pose, pour ensuite arriver à des évidences concrètes pour finalement offrir une réponse fondée. Et c'est pour ça que quand on travaille la pensée critique avec une séquence logique chez nos élèves de questionnement, on remarque que tout d'un coup, la communication de nos élèves s'améliore.
Parce qu'une fois arrivé à l'évidence, l'étape d'évidence, l'élève a déjà ses critères clairs, nets et précis à élaborer. Et donc, quand il écrit sa dissertation, quand il fait son affiche publicitaire, ainsi de suite, toute l'information est bien organisée. On se retrouve plus vraiment avec le problème de ben, je suis pas trop sûr c'est quoi la question, fait que je vais tout mettre l'information, puis espérons que monsieur, madame peut trouver des points là-dedans. Donc, la communication, naturellement, s'améliore en travaillant la pensée critique. L'exemple que je donne, malheureusement, on ne peut pas l'afficher dans la version en ligne, mais c'était un exemple où j'étais à un concert l'été dernier. Et c'était à Montréal, au Cheaga, je voyais Macklemore, qui est un artiste vraiment, vraiment populaire chez les jeunes de nos écoles en ce moment. Puis c'était tous des jeunes âgés, cégep, universitaire, secondaire, autour de moi. Puis Macklemore embarque sur l'estrade, puis commence avec une chanson qui s'appelle 10,000 Hours, 10 000 heures. Puis dans la chanson, il y a un référent explicite à Malcolm Gladwell, l'auteur canadien qui écrit pour le New York Times, il écrit des éditoriaux. Si je rentre en salle de classe, puis j'ai l'article le plus récent du Maclean qui parle de Malcolm Gladwell, puis je dis à mes élèves, OK, gang, on écrit des éditoriaux aujourd'hui, des textes d'opinion, ça va être super le fun, Malcolm Gladwell, il est super intéressant, vous allez triper. Ben, il n'y en a pas un qui va m'écouter. Puis, je chanson que ça ne sera pas super engageant comme activité. Mais si je peux commencer avec la chanson 10 000 heures de Macklemore, puis leur poser la question, c'est combien d'entre vous comprennent le titre de cette chanson-là? Combien d'entre vous connaissent la raison d'être du titre? Regardons la chanson, écoutons la chanson ensemble, regardons des évidences dans la chanson à déterminer la nature du titre. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi il fait référence? Mais peut-être que les élèves vont commencer à se poser des questions à savoir, bon, mais c'est qui Malcolm Gladwell dont Macklemore parle dans la chanson? C'est quoi le lien avec David Bowie et Kanye West, qui sont tous des artistes que Macklemore mentionne dans la chanson? Ils vont peut-être réaliser que Malcolm Gladwell a écrit un livre qui s'appelle Outliers, où on discute que le seul dénominateur commun en tout expert de domaine est qu'ils ont mis 10 000 heures à leur passion. Donc, que ce soit Sidney Crosby, Mozart, peu importe l'expert du domaine, peu importe le domaine, le seul dénominateur commun observable, c'est qu'ils ont tous mis 10 000 heures à leur passion. Donc, on rejoint forcément la présentation de M. Prensky de ce matin qui dit on doit rejoindre les passions de nos élèves et on doit valoriser la persévérance chez eux pour qu'ils poussent vers leur passion, qu'ils n'arrêtent pas quand ça devient difficile. Et l'élève, en ce moment, est capable de faire un lien entre Malcolm Gladwell et l'éditorial qu'il doit écrire. Donc, c'est plus juste, je te demande d'écrire un texte d'opinion parce que je dois t'évaluer en fonction du curriculum. C'est, je te demande d'écrire un texte d'opinion parce que je veux que tu comprennes la culture pop autour de toi. Moi, j'ai souvent fait l'erreur de penser que j'utilisais la culture pop dans mon cours pour donner un sens à mon enseignement. Et récemment, j'avais une discussion avec Garfield J. Newman, puis il m'a corrigé. Il dit non, Jean-Marc, t'as mal compris. Il dit tu utilises ton enseignement pour aider l'élève à faire un sens de la culture pop. C'est pas l'inverse. Fait que je trouvais ça vraiment révélateur comme commentaire. Encore une fois, ici, on a une vidéo d'une enseignante de l'école de la Vérandrie qui développe très très bien la pensée critique chez ses élèves en utilisant très peu de technologie. Puis je voulais présenter ce modèle-là juste pour démontrer que c'est pas nécessaire d'attendre votre conseil, d'attendre le ministère pour des subventions pour de la technologie ou d'attendre que votre école même vous achète une technologie certaine. Vous pouvez faire preuve de pédagogie du 21e siècle avec très peu de technologie dans votre salle de classe. C'est vraiment avec un questionnement efficace puis en maximisant la technologie auquel vous avez accès. Dans un contexte secondaire, je comprends qu'alimentaire, c'est peut-être différent, mais dans un contexte secondaire, la majorité de nos élèves ont des téléphones intelligents. Donc, comment est-ce qu'on peut maximiser ces ressources-là qui ont de toute façon dans leur poche pour venir vraiment aider et amplifier notre pédagogie? Donc, je vous laisse regarder la vidéo sur votre propre temps. Ici, la structure que je propose, c'est vraiment une structure de planification que nous, on utilise avec nos accompagnements en salle de classe. C'est un curriculum en cascade, c'est un élément de planification en rebours. Au haut de la cascade, vous voyez la grande idée qu'on cherche à communiquer à nos élèves. Donc, par exemple, dans un curriculum de sciences que j'ai travaillé récemment, les enseignants disaient, bon, mais la grande idée, c'est l'environnement. Puis je dis, ben,
est-ce que c'est vraiment une grande idée qu'on veut que les élèves comprennent l'environnement ou c'est quelque chose dans l'environnement qu'on veut qu'ils comprennent? Puis après avoir poussé un peu plus loin, on a compris, OK, mais c'est les interactions dans l'environnement qu'on cherche à communiquer nos élèves. Juste cette nuance-là va vraiment influencer la planification qu'on va faire et le défi qu'on va demander à nos élèves de réaliser. Ça vient rejoindre un peu le titre percutant que M. McIntosh discutait ce matin quand on fait de la planification. Passez pas à côté de votre titre, passez pas à côté de la grande idée ou de la cible que vous visez avec vos élèves. C'est d'autant plus important au niveau de la planification pour justement aligner vos pratiques. La deuxième boîte, sous la grande idée, c'est le défi, le macro-défi qu'on cherche à faire réaliser à nos élèves. Ça va être le défi qui va alimenter tout l'apprentissage de nos élèves tout au long de l'unité. Un autre exemple qu'on donne souvent, c'est l'enseignant de physique qui demande sur un test de fin d'unité, en utilisant les principes de la loi de Newton, pourquoi est-il difficile de frapper une balle courbante au baseball? Donc, c'est une excellente question, mais ça devient une question de type 1, donc une question vraiment de connaissance et compréhension par le simple fait que c'est placé en fin d'unité. Donc, on doit simplement de se rappeler des différents principes de Newton qu'on a explorés dans la salle de classe pour les transférer dans un différent contexte. Et pourquoi pas placer cette question-là en début d'unité et aider les élèves à offrir une hypothèse. Pourquoi ça pourrait être difficile de frapper une balle courbante au baseball? Et là, on vient de donner un sens à notre enseignement. Donc, on va revisiter ce problème-là à la lumière de nouvelles informations que je vous présente. Les micro-défis, les sous-thèmes, si vous voulez, ce sont les différentes thématiques de l'unité qu'on cherche à explorer. Et les micro-défis, c'est les défis sous-jacents qui vont alimenter notre enseignement. Puis, faut pas faire l'erreur de penser que juste à gauche, je fais de la transmission ou de l'enseignement direct, que c'est impossible pour moi de travailler la pensée critique chez mes élèves. Même la prise de notes peut être une activité de pensée critique. Si j'écris 5 éléments, admettons, voici 5 causes de la Première Guerre mondiale, je vous permets juste de n'écrire 3. Les 3 plus importantes causes de la Première Guerre mondiale, si vous voulez. Ben là, c'est un exercice de pensée critique parce que j'aide l'élève à faire un choix et forcément, il doit s'appuyer sur des critères d'importance pour faire son choix. Je pourrais inclure des informations fautives dans mes notes. Dire, OK, bon, ben 10 énoncés sont vrais, il y en a une qui n'est pas vraie, c'est à vous de la trouver et l'éliminer de vos notes. Et en faisant ça, je redonne le choix à l'élève et évidemment, j'augmente son niveau d'engagement initial dans la leçon. La troisième question est alimentée par une de mes citations préférées de M. John Dewey. M. Dewey il prônait beaucoup le volet social de l'éducation. Tout le volet pragmatique de l'éducation vraiment prône beaucoup l'approche expérientielle. Donc, John Dewey croyait que l'école était, dans un premier lieu, une institution sociale. Et donc, c'est un processus de vie et non pas une préparation à la vie à venir. J'aime beaucoup la citation parce que j'entends souvent quand je travaille avec des enseignants, tu sais, ben, je dois forcément préparer mes élèves pour l'université, je dois les préparer pour le marché du travail, puis ça ne sera pas toléré ce comportement-là sur le marché du travail, ainsi de suite. Puis on oublie que l'élève existe dans le présent. Puis on a une tâche à titre de pédagogue de prendre soin de notre élève dans le moment présent. Donc, c'est pas vraiment le préparer à la vie qui s'en vient, mais l'équiper avec les outils, les compétences nécessaires pour devenir un apprenant à vie et être curieux pour le reste de sa vie. Et pas voir l'éducation comme un processus avec un début et une fin, mais vraiment un processus continu, avec l'échelle sur toute la longueur de sa vie. Donc, la troisième question que je vous invite à vous poser pour éviter de saupoudrer le beigne de bonbons, c'est est-ce que l'empathie est au centre de mon design pédagogique? Puis qu'est-ce que j'entends par ça? C'est est-ce que je suis en train de faire mon design pédagogique pour l'élève, avec l'élève au centre, ou est-ce que je fais mon design pédagogique avec l'enseignant au centre? Puis c'est pas une critique, c'est pas pour être méchant que je pose cette question-là. En fait, moi, quand je me posais la question, je me dis ouais, non, c'est vrai. Je me plaçais souvent au centre du design parce que j'ai une leçon particulière que j'aime livrer. J'ai un sujet particulier que je trouve super dynamique, que je trouve super intéressant, donc je vais lui poser une attention plus particulière. Puis vraiment, si on se remet à l'intérieur de la perspective de l'élève, on se pose la question, mais est-ce que c'est ça qui est vraiment le plus bénéfique pour mon élève? Est-ce que c'est vraiment ça qui va plus équiper mon élève? Est-ce que c'est ce type de livraison-là qui va être le plus avantageux pour mon élève? Puis je pense que c'est une question importante qu'on doit forcément. Avant que je passe à la prochaine diapo, désolé,
Il y avait un autre exemple que j'aurais aimé inclure, c'est dans le film La Reine des Neiges, que tout le monde avec des enfants a certainement vu 3, 4, 5, pour pas dire 20 fois, où à la rencontre du bonhomme de neige Olaf, Anna n'arrête pas de lui poser des questions. Et Olaf ne fait que répondre avec oui, pourquoi. Donc, est-ce que tu es le bonhomme de neige d'Elsa? Oui, pourquoi. Est-ce que tu sais comment te rendre chez Elsa? Oui, pourquoi. Et vraiment, ça fait preuve d'un manque d'empathie parce qu'il y a un manque d'écoute. Anna écoute pas le bonhomme de neige qui lui pose le pourquoi derrière la chose. Et souvent, nos élèves nous posent cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Pourquoi est-ce qu'on doit remplir est-ce qu'on doit faire une dissertation? Est-ce qu'on doit apprendre des fractions, quoi que ce soit? La seule réponse qu'on peut leur offrir souvent, c'est bon, c'est dans le curriculum. C'est important, là, vous allez en avoir besoin dans votre vie future. C'est pas assez comme réponse. On se doit à titre de pédagogue, je pense, d'offrir une réponse que la prochaine diapo vient directement rejoindre les présentations de ce matin, surtout celle de Marc Chatel qui invitait les élèves à créer. Donc, vous avez sans doute reconnu la taxonomie de Bloom, la pyramide de Bloom. Et moi, ce que je propose, c'est vraiment d'inverser la pyramide de Bloom. Je ne suis pas seul là-dedans, il y a plusieurs chercheurs qui proposent la même chose, dont Chris Davis. Mais on doit partir de l'idée que tous nos élèves devront créer. Et le verbe ici est très important. Les élèves devront créer. Non, c'est pas vont pouvoir créer. Non, c'est ils devront créer, évaluer, analyser et ensuite fournir les connaissances nécessaires pour arriver à cette création-là. Et si on part de cette prémisse-là, je pense qu'on peut créer des contextes beaucoup plus authentiques pour l'apprentissage de nos élèves. À la défense de Benjamin Bloom, sa taxonomie a été organisée non pas comme une hiérarchie pédagogique, mais une méthode de classification de questionnement. Je pense qu'on l'a banalisé un peu en essayant de développer un modèle pédagogique autour de la taxonomie de Bloom. Mais si on prend par exemple l'idée de création, souvent les élèves vont dire bon ben ça c'est des compétences de pensée supérieure, c'est réservé pour nos élèves de douance ou notre élite pédagogique. Puis c'est faux. Finalement, on fait l'erreur de penser que puisqu'un élève ne veut pas lire ou écrire ou a la difficulté à lire et écrire, il ne veut pas penser. C'est vraiment, vraiment faux comme réflexion. Les élèves, même en grande difficulté d'apprentissage, peuvent faire preuve de pensée très profonde et de pensée critique développée si on leur donne les outils nécessaires pour contourner la difficulté avec la lecture. Le processus de design que nous, on prône, c'est celui de la découverte, de la recherche, de la création, de l'expérimentation et de l'évolution. Donc, c'est vraiment 5 étapes vraiment, vraiment faciles à suivre dans le design pédagogique. Et je vois que le temps avance assez rapidement, donc je vais passer tout de suite aux différences selon Halley. Plusieurs fois, John Halley a été utilisé à titre de référent dans les présentations ce matin. Si vous ne connaissez pas le livre Visible Learning for Teachers, je vous le recommande grandement. C'est un livre incontournable en éducation. Et je vous invite à offrir une réflexion ici face à la question. Donc, parmi les facteurs suivants, lequel, selon vous, a le plus tendance à être observé dans les salles de classe d'enseignants experts et non pas dans les salles de classe d'enseignants expérimentés? Donc, c'est pas pour dire que les deux le font pas des fois, mais c'est simplement pour dire lequel est le plus observable dans les salles de classe des enseignants experts et non pas dans les salles de classe des enseignants qui sont simplement expérimentés. Donc, vos choix sont A, offrir de la rétroaction et un monitoring de l'apprentissage. B, créer un climat de salle de classe positif. C, accroître l'apprentissage en surface et en profondeur. Ou D, créer des tâches qui offrent des défis aux élèves. Donc, je vous invite à offrir vos réponses, vos réflexions, soit dans le chat box de V3D, ou encore une fois, m'envoyer un tweet à Jean-Marc Dupont 7. Je donne 1 minute pour faire ça.
Fantastique. Donc, quelques réponses commencent à rentrer déjà. On voit qu'ici revient quand même très souvent. A aussi. Et c'est pas pour dire que un choix est meilleur que l'autre ou est plus important que l'autre. En fait, en fonction d'impact sur l'apprentissage, la rétroaction a un très grand impact sur l'apprentissage. Mais en regardant la prochaine diapo, vous allez voir que, en fait, les enseignants experts et expérimentés, les deux offrent pas mal la rétroaction aux élèves. C'est quelque chose que les deux font quand même assez bien. La nuance se trouve vraiment dans le C et D. La capacité d'aller en profondeur avec nos tâches et la capacité d'offrir des défis chez nos élèves. Donc, c'est vraiment ça qui différencie un enseignant dit expert, selon les critères de John Hattie, et un enseignant dit simplement expérimenté. Donc, ça fait longtemps qu'il enseigne. Et une fois qu'on commence à réfléchir aux données, on constate que oui, en fait, les défis peuvent offrir un niveau d'engagement beaucoup plus approfondi qu'une tâche de surface. Et donc, ça permet à l'élève d'avoir une permanence au niveau de son apprentissage et donc une plus grande efficacité au niveau de l'enseignement. Ici, on voit la relation aussi entre les tâches de superficie et les tâches de profondeur entre les enseignants experts et les enseignants expérimentés. Donc, c'est pas pour dire que la rétroaction n'est pas importante ou que créer un climat de salle de classe positif est moins important, mais c'est simplement que les enseignants experts et les enseignants expérimentés font ça déjà quand même assez bien. Mais ce qui différencie l'un à l'autre, c'est vraiment la capacité d'offrir des tâches de profondeur et offrir des défis. On fait souvent l'erreur de penser que l'engagement, c'est un processus fini, c'est soit que l'élève et c'est du tout ou rien. L'élève est soit engagé, soit il ne l'est pas. Mais en fait, l'engagement, c'est vraiment hiérarchique. Et donc, on peut aller chercher plusieurs niveaux d'engagement. Et au lieu de viser simplement le time on task, le temps que l'élève passe à une tâche comme un niveau d'engagement, c'est vraiment juste un premier niveau d'engagement. On devrait peut-être plutôt viser l'effet transformatif de notre pédagogie sur l'élève, qui est un niveau beaucoup plus profond d'engagement chez nos élèves. Le diapo fait simplement le topo de ce que je viens de mentionner. Donc, pour finir, je reviens à notre défi initial. Est-ce qu'on aimerait réviser nos réponses? J'ai eu plusieurs réponses originales. C'est un nid d'abeilles en production. C'est un net de hockey pour la patinoire extérieure. Quoi d'autre qui est survenu? Une tablette. Oui, une tablette mal montée du Ikea. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Oui, un premier prototype du iPad. En fait, il y a des éléments de réponse qui sont véridiques là. C'est un prototype, mais c'est pas un prototype du iPad. Je t'en appuie dans une école secondaire qui rencontrait un problème assez authentique. On a acheté plusieurs Chromebooks pour l'école et il n'y avait pas de moyen d'entreposer les Chromebooks. Le chariot de Chromebook coûte 2500 $, qui représente à peu près 8 autres iPads pour les élèves. Et nous, notre mission, c'était vraiment de changer le climat scolaire pour baisser le ratio de dispositifs élèves. Fait que le plus d'iPads qu'on peut mettre dans les mains des élèves en temps réel, de façon accessible en tout temps, le mieux. Fait que 2500, c'était quand même un gros montant pour nous à investir dans une cause qui se barre pour les Chromebooks. J'ai lancé le défi à mon enseignant de technologie, parce que c'est le meilleur ami des enseignants dans les écoles secondaires. Puis ça, c'est le prototype qu'il m'a offert pour créer justement des stations de chargement pour nos Chromebooks. Donc, vous voyez l'évolution du produit ici. Ces cabinets-là sont fixés dans les salles de classe. Puis, au lieu d'aller vers un modèle 1 à 1 pour nos élèves de 7e et 8e dans ce contexte-là, on a choisi de mettre 15 dispositifs par salle de classe qui sont accessibles en tout temps par les élèves. Et donc, quand l'enseignant a besoin d'un ratio 1 à 1, il peut emprunter les Chromebooks du local avoisinant. Et donc, quand il en a besoin de simplement un ratio 1 à 2, il peut collaborer un petit peu plus activement avec les dispos qu'il y a dans sa classe à sa disposition. Donc, les meubles se barrent. Et la seule problématique, c'est que toutes les barres d'alimentation, on les voit au haut du chariot. Donc, la deuxième version du prototype, parce que le produit est le processus, c'est toujours en évolution, va avoir un petit cabinet en arrière qui va cacher toutes ces câbles d'alimentation-là, puis ça va être un petit peu plus esthétique. Donc, encore un autre vraiment exemple de
regarder autour de nous pour des problèmes authentiques. Trop souvent en éducation, à titre d'enseignant, on travaille vraiment fort à trouver des problèmes qui rejoignent des contenus curriculaires au lieu de regarder au monde autour de nous pour les problèmes authentiques qui pourraient être greffés à des contenus curriculaires pour répondre à un besoin, puis desservir un apprentissage beaucoup plus permanent et authentique pour nos élèves. Alors, ça étant dit, 3 questions pour éviter de simplement saupoudrer le beigne de bonbons dans votre virage vers l'ère numérique. Suis-je prêt, à titre d'enseignant, d'adopter le mode bêta à prendre des risques? Est-ce que le produit est le processus? Et est-ce que l'empathie est au centre de mon design pédagogique? S'il y a des questions. Ah oui, super bonne question. Puis malheureusement, j'y ai pas passé beaucoup de temps. Merci pour la question. Essentiellement, le terme bêta, c'est un peu un slang. C'est référent à toute l'innovation du modèle technologique, si on veut, de Google. Donc, auparavant, quand on regarde les gros piliers technologiques comme Microsoft, Apple, ainsi de suite, à chaque fois qu'il y avait un nouveau produit qui sortait, il y avait une grosse conférence de produits, puis il fallait attendre la prochaine version de Windows, par exemple, ou de OS. Si tu penses au modèle d'Apple, c'est Steve Jobs tout habillé en noir avec son turtleneck noir devant un écran, puis il présente le nouveau produit d'Apple. Et quand Google est arrivé sur la scène en 2001, au niveau de leur OS, ils ont commencé quelque chose qui s'appelait le mode bêta. Donc, ça veut vraiment dire le mode production. Donc, on n'est pas encore dans la version finale, mais on est dans le mode évaluation. Donc, il donnait accès au produit à tous les usagers qui voulaient avoir accès, admettons, à Chrome, à Gmail, ainsi de suite, sous l'onglet bêta. Donc, le produit est encore en développement. Et ce que ça permet, c'est ça l'excuse les erreurs jusqu'à un certain point parce que l'erreur est permise, c'est pas le produit final. Et donc, être dans un mode perpétuellement bêta, c'est toujours inviter la rétroaction, toujours inviter la révision de son fonctionnement. Donc, même au niveau de la planification pédagogique, notre planification pédagogique ne devrait jamais être finie. Ça ne devrait jamais être terminé. On devrait toujours être en train de la remettre en considération. Donc ça, c'est le mode bêta, vraiment, en bref, l'application pédagogique.